Le premier périodique imprimé au monde fut lancé à Strasbourg en 1605. Faute de liberté et d'instruction, la presse écrite ne se développa qu'à la fin du 19e siècle. Elle triompha, puis connut des crises. Mais depuis l'aube des années 2000, elle connaît de tels problèmes qu'on l'a dit condamnée à mourir. Après avoir survécu à la radio, à la télévision, au gratuit, elle est aujourd'hui très atteinte. La maladie qui la ronge s'appelle Internet. Les quotidiens sont les plus touchés. Rapidité des infos sur le web, coût de fabrication, mépris des jeunes lecteurs la font chanceler. Une chute annoncée aussi lourde en Europe qu'aux États-Unis, où des centaines de titres ont disparu. Où les revenus publicitaires de Google ont déjà dépassé ceux de l'ensemble de la presse américaine. Alors, Internet et ses majors qui rachètent les grands journaux, des ennemis mortels ? Frank Schirmacher, coéditeur de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, nous confie ses inquiétudes sur la qualité des journaux à venir. Serge July, fondateur et directeur de Libération pendant plus de 30 ans, attend beaucoup, lui, des expériences menées par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, nouveau propriétaire du Washington Post. Howard Hunt, please. Hi, I'm Bob Woodward of the Washington Post. Pour Square, Serge July reprend la parole sur la presse. Quand arrive la radio, il se passe en 1938 deux événements intéressants sur les médias en France. C'est l'annexion de l'Autriche. Il se trouve qu'il y a un journaliste sportif qui est là, d'une radio française, qui voit passer les troupes allemandes dans la grande artère de Vienne et en gros met son micro, raconte, voilà, il n'a pas le droit de faire ça mais il le fait. Bon. Ça a fait un événement dans la presse écrite catastrophique. Sont dit le monopole de l'information disparaît. Nous avons perdu le monopole. Alors on pourrait dire de l'histoire de la presse, c'est elle perd le monopole de l'information au sens le news. Oui, elle le perd. On voit bien, après, il y a le transistor. L'histoire de François est intéressante. François faisait 9 éditions par jour, qui était une vraie idée de presse. Robert Danielou, fils de Jean-François Danielou, de Gaëtane Marie Danielou, né à Morlaix dans le Finistère, est heureux aujourd'hui de vous vendre François, un régal de lecture. Un sensationnel aujourd'hui, effroyable incendie à Orly, photos et détails. Mais le jour est arrivé le transistor, c'était terminé, c'est fini. Donc cette idée de presse, le journal était fondé là-dessus, cette idée de presse, voilà, il faut passer à autre chose. Nous sommes face à une révolution technologique qui, comme nous nous en rendons compte actuellement, révolutionne toutes les formes de réflexion et de communication. Cela ne touche pas uniquement la presse écrite, ça touche toutes les formes de communication. Et la presse écrite est aussi un moyen de communication. Nous assistons à un changement structurel aussi bien du modèle économique sur lequel a vécu la presse écrite que de la manière de communiquer. Et on a quand même une histoire des médias qui est assez longue. Aucun nouveau média n'a tué les médias précédents. Aucun. C'est une loi qui, pour l'instant, n'a pas été démentie. Donc mais ça veut dire que le statut de la presse écrite va changer. La presse écrite va changer, oui. Mais elle ne va pas disparaître. Quel avenir pour les journaux quotidiens ? Des deux côtés du Rhin, chaque pays a une histoire tourmentée avec la presse. En France, jusqu'en 1914, la presse écrite est la première au monde en diffusion par habitant. Mais durant la Première Guerre mondiale, les journalistes, interdits de front, sont réduits à inventer une guerre qui n'a rien à voir avec la tragique réalité. De 1940 à 1944, la collaboration va achever de discréditer la presse. À la Libération, les propriétaires de presse collaborationnistes sont expropriés, certains journalistes fusillés. L'État prend alors en main la réorganisation de la presse, mais le manque d'argent en fera l'une des plus sous-capitalisées au monde. Dans les années 70, avec la crise, le tirage des quotidiens nationaux commence à décliner. Si en Allemagne les années 20 furent fastes, certains quotidiens comptaient 4 à 5 éditions par jour, la presse connaît des années noires sous la dictature nazie. Au sortir de la guerre, la liberté de la presse est inscrite dans la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne en 1949.
Une presse de qualité, dotée de moyens importants et suivie par un large public, est née. Aujourd'hui encore, ce gage de qualité demeure un atout fondamental pour sa survie. C'est toujours bien de prendre le New York Times, c'est le plus grand quotidien du monde. Donc, New York Times, il a un nombre de spécialistes, d'experts. Oui, mais enfin, tout ça coûte très cher. Donc, et de financer aujourd'hui un quotidien généraliste est devenu très difficile. Parce que le modèle a sauté. Donc, ça perd 1 milliard par rapport à... il a perdu la moitié de ses recettes publicitaires. C'est comme en France, par exemple. La première alerte, c'était Internet tout de suite. C'était les petites annonces. On a perdu la presse écrite. C'était une des recettes de la presse écrite. Mais une recette, c'était énormément d'argent. C'était plus de 100 millions pour le Figaro. Le Monde, même Libération, c'était moins, beaucoup moins. Mais enfin, malgré tout, c'était important. Et tout ça a disparu. Donc le modèle sur lequel on a vécu, ses fondements économiques sont minés. The New York Times announced today that it's going to start charging for access to its website. The system they're going to adopt says anybody who comes to the site who's not a paying subscriber can look at X number of articles free. And then when you reach X+1, you'll get a message saying if you want to keep going. This was a college friend of mine. I want to pay, but I'm not willing to pay for information I can easily find elsewhere. Sorry, New York Times, freedom of information. I worry about people like that who have grown up in that era where everything was free, or everything seemed free. It's never free, but... The economics of this business have always been that it required both advertising and payment from the reader. And for the last 15 years on the internet, we've sort of pretended that that wasn't true. This is the end of pretending. Oui, alors il faudrait imaginer des quotidiens qu'ils aient des revenus qui ne viennent pas que de la vente de la presse écrite. Est-ce que faut tout expérimenter? Comment moderniser la presse écrite? Et surtout, de quelle conception erronée du passé devons-nous nous débarrasser? En l'occurrence, je pense surtout à l'idée selon laquelle le contenu est finançable par la publicité. Dans l'Internet des objets, la pub pour un café ne se fera plus forcément dans un journal ou dans un magazine. C'est la machine à café qui fera la pub pour le café. La brosse à dents la fera pour le dentifrice. Les objets connectés seront en prise avec notre réalité. Ils sauront, tiens, un tel préfère un expresso ou plutôt un rallongé, par exemple. Donc les plateformes publicitaires vont s'étendre à l'infini. Contrairement aux plateformes de communication où ont lieu les débats politiques ou sociaux nécessaires au fonctionnement de la démocratie. New York Herald Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. En Europe, ce sont les Suédois qui lisent le plus la presse écrite. 75% affirment la lire tous les jours, contre à peine 6% des Grecs. Les Allemands arrivent au 4e rang, avec 60% de lecteurs quotidiens. Les Français n'arrivent qu'en 14e position, avec seulement 32% de lecteurs. En France toujours, rien qu'en 2013, les ventes de la presse quotidienne nationale ont baissé de 7% en un an. En Allemagne, elles reculent en moyenne de 3% chaque année. En 2013, 17,54 millions de journaux ont été vendus outre-Rhin. En 1991, le chiffre s'élevait à 27,3 millions. En 5 ans, la diffusion de journaux a baissé de 25% en Europe de l'Ouest et de 27% en Europe de l'Est, contre seulement 13% en Amérique du Nord. Durant cette période, elle a augmenté de plus de 10% en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Du côté des journalistes, sachez qu'en 2013, 36 823 étaient titulaires de la carte de presse en France, contre 60 000 en Allemagne. La presse écrite reste, malgré la crise, le plus gros employeur. En France, près de 40% des journalistes y travaillent, contre 6% sur support numérique. En Allemagne, en revanche, plus de la moitié des journalistes travaillent dans la presse quotidienne et les magazines, contre 10% pour des supports Internet. Le monde a évolué et nous commençons à nous rendre compte que l'ère du numérique s'accompagne d'une dévalorisation du travail intellectuel. Et cela devrait donner à réfléchir à la France et à l'Allemagne, qui sont toutes les deux des nations où l'éducation est une priorité. Nous assistons actuellement à une industrialisation du travail intellectuel.
Le XXe siècle a donné lieu à l'industrialisation du travail manuel, avec les chaînes de production, etc. Aujourd'hui, dans les rédactions, mais aussi dans l'écriture de scénarios ou de films, on assiste à l'industrialisation du travail intellectuel. Et nous n'en sommes qu'au début. Google m'informe si mon article a été apprécié ou pas. Mon lectorat n'est pas déterminé par la pertinence de mes arguments, mais par l'efficacité de l'algorithme, de la formule mathématique utilisée par le moteur de recherche. Nous sommes confrontés à des intelligences artificielles qui anticipent, mais aussi qui imposent ce que nous avons envie de savoir et ce que nous pensons. C'est une évolution que Norbert Wiener, le père de la technologie informatique, avait prédite dans les années 50. Il disait « À l'avenir, il n'y aura plus de marché pour une grande partie du travail intellectuel parce que ces tâches seront assurées par des machines. » Nous avons déjà des machines qui écrivent, et elles écrivent plutôt bien. Coming up, more problems for a troubled Earthquake. Yep, We're having an earthquake. QuakeBot is a robot of sorts, computer algorithm, that was invented by a journalist at the Times who's also a programmer. It grabs U.S. Geological Survey data whenever the Earth shakes in Southern California, and it generates a story almost instantly. Aujourd'hui déjà, sur pratiquement toutes les pages Internet, on voit très bien que la hiérarchisation des informations, selon leur importance supposée, dépend du nombre de clics que ces informations génèrent. Or, tout le monde sait que les clics ne sont pas une référence sérieuse. Ils sont tout simplement répercutés par des ordinateurs. En clair, des humains s'en remettent d'ores et déjà à des machines pour sélectionner ce qu'ils lisent. Et ça, ce n'est pas une voie d'avenir opportune. Le problème d'Internet, c'est que ça aplatit. C'est un média horizontal. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on est passé d'un média vertical qui est voilà, on a un journal, on le lit comme ça, on a centralisé, on a fait une hiérarchie, nous, directeur du journal, rédacteur en chef, journaliste, on a fait une hiérarchie. Là, il n'y en a pas. The paper that brought down Nixon and has been breaking news for more than a century, this week made news. After 80 years, the Graham family sold the Washington Post for $250 million to Amazon founder and CEO Jeff Bezos. Le Washington Post faisait en 2007 $2 milliards de publicité. Il n'en faisait plus en 2012 que 1 milliard. Quand vous perdez 1 milliard de pubs sur une année, sur le budget, qu'est-ce que vous faites? Donc, oui, la famille Graham a préféré vendre son journal. Donc, elle l'a mis en vente. Qui peut acheter des journaux aujourd'hui? Il n'y a que la nouvelle économie. Il n'y a que la nouvelle économie. Et je trouve, personnellement, je trouve que c'est une belle opportunité. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les médias modernes aujourd'hui, c'est la nouvelle économie. C'est pas les gens qui font de la laine. C'est pas les types qui vendent des sardines. Voilà, ils n'ont pas d'argent. Donc, on peut se dire, oui, il achète le Washington Post. D'abord, il le fait, ce qui était très frappant, il l'a fait à titre personnel. Pourquoi? Pour éviter que le cours de bourse s'effondre. Parce que Amazon se lance dans la presse écrite, le cours de bourse s'effondre. Ce qui est déjà sympa sur l'état de santé de la presse écrite. Mais, donc, il le fait à titre privé, mais en même temps, il réfléchit par rapport à Amazon. Ils vont faire des expériences. Alors que le lobbying soit pas absent dans sa tête, c'est le grand journal fédéral, la capitale fédérale, voilà, donc, mais c'est déjà le roi du monde, lui. À la base, qu'un journal soit édité sur un support ou sur un autre, ça m'est égal. Et de ce point de vue, je ne suis pas fondamentalement opposé au rachat par Jeff Bezos. En revanche, il y a une question qui va sans doute faire débat très prochainement. Dans la société de l'avenir, et pour moi l'avenir se situe dans les 2 ou 3 prochaines années, dans la société de l'avenir, le papier sera le seul moyen de communication qu'il sera impossible de surveiller, sauf si on le photographie. Toutes les autres formes de communication seront surveillées en permanence. Et à ce niveau-là, je pense que l'information imprimée a beaucoup d'avenir.
C'est un scoop pour les journalistes. Depuis Internet, ils doivent se redéfinir, car à un clic des grands médias en ligne, il y a des blogueurs, des podcasteurs, des journalistes citoyens, etc. Ont-ils tous les mêmes droits? En France, oui. Alors, la loi de 1881 et les lois qui succèdent à cette loi ont toutes repris le principe général d'une neutralité du média employé. C'est-à-dire que vous soyez dans l'audiovisuel, sur le net ou dans la presse écrite, vous avez la même responsabilité, les mêmes devoirs et les mêmes droits. En Allemagne, pareil. La presse en ligne est couverte, comme les autres, par l'article 5 de la loi fondamentale. Mais même problème qu'en France, si les droits et devoirs ne sont pas plus nombreux qu'avant la révolution numérique, les auteurs, si. Et ils ne sont pas toujours informés de leurs responsabilités. C'est ça le gros changement, c'est que maintenant tout le monde communique, tout le monde est émetteur d'informations. Et c'est là où il y a le gros changement. Mais a priori, c'est les mêmes règles. Et donc, c'est aussi assez dangereux pour les gens qui communiquent sur les réseaux, etc. Parce qu'eux-mêmes peuvent faire une diffamation, peuvent faire de l'injure, etc. Ils n'ont pas du tout la même formation qu'un journaliste classique. Le journaliste classique a reçu aller à l'école, etc. Le blogueur classique, non. La France a instauré en 2009 une loi spécifique à la presse en ligne. Elle rappelle à chacun ses droits et devoirs, notamment contre l'injure, la diffamation et le non-respect du droit à l'image. Il y a une diffusion énorme sur Internet. Il y a une multiplication des contenus à l'infini. Donc ça, c'est donc une multiplication des responsabilités possibles, des contentieux possibles. Moi, par exemple, toute mon activité tourne autour de ça. Donc, alors que je ne pense pas qu'à 15 ans, j'aurais eu le même type d'activité. Ça, c'est clair et net. Reste la question de la protection des sources, argument souvent invoqué par les journalistes. Sur Internet, tous les auteurs, quels qu'ils soient, doivent être particulièrement vigilants pour éviter de se faire hacker leurs secrets. Lors de la crise en Crimée, par exemple, on a vu que des tas de gens, dont une partie était probablement payée, des blogueurs, des gens sur Twitter ou Facebook, ont réussi à créer artificiellement un climat général de nature à piéger les journalistes. Soit ils étaient payés par la Russie, soit par l'autre côté. Et en Grèce ou en Égypte, vous avez le même phénomène. Or, ce sont des systèmes qui ne s'autorégulent pas. On les soupçonne même d'être fortement manipulés. Si les journalistes, du fait de la rapidité de l'Internet et de la hiérarchisation des infos par le nombre de clics, commencent à reprendre ces infos pour argent comptant, nous allons au-devant d'une grave crise institutionnelle. Andy s'apprête à parler en direct à la télévision, devant 300 millions de téléspectateurs, et se faire passer pour le représentant de l'une des plus grandes entreprises du monde. Andy va dire un très gros mensonge, qui, malheureusement, va faire baisser de 2 milliards de dollars la valeur consolidée d'une société. Je suis très heureux de pouvoir annoncer que Dow vient pour la première fois de reconnaître son entière responsabilité dans la catastrophe de Bhopal. Il y a une fonction qui est une fonction de vérification qui va devenir, à mon avis, essentielle. Et pour la presse écrite, principalement pour la presse écrite. C'est-à-dire il faut du temps pour vérifier ce qui se dit comme information vraie. L'Internet n'a pas beaucoup le temps de vérifier. Le journaliste, des équipes de journalistes vont devenir des vérificateurs d'informations. Alors, les fact-checkers, ça existait aux États-Unis, assez peu dans d'autres pays, pas du tout en France. Info Intox, tout ça, toutes ces choses-là, je pense, va se généraliser parce qu'il y a un besoin réel. Je ne crois pas qu'il soit possible de dire, comme on le fait actuellement, « Bon, un journaliste n'a pas besoin d'être bien payé ni bien formé, il est juste là pour servir la machine. » Ce genre de journaliste ne développera pas l'intuition nécessaire. À l'avenir, je vais devoir payer quelqu'un pour cette intuition. Dans le journalisme, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, comme la médecine, elle aussi de plus en plus dépendante d'informations recensées par des systèmes informatiques, ou à ma banque, et partout ailleurs. Je vais donc devoir payer un supplément pour avoir affaire à un homo sapiens correctement formé, en lequel j'ai confiance, et qui me proposera une interprétation de mon univers. Moi pour ceux que j'embauchais, je demandais deux choses, pas forcément d'avoir fait une école de journaliste. Je demandais
quelqu'un qui avait la preuve qu'il était curieux. La preuve qu'on est curieux, c'est on a déjà fait 2 fois le tour du monde, on est allé voir, on a vécu 6 mois en Australie, parce que c'était marrant, on a fait 5 métiers. Ça m'intéresse ça, et puis l'écriture. Qui est Internet ou pas Internet? De toute façon, il faut être curieux. S'il vous plaît, vous êtes du quartier? Oui, bien sûr. Vraiment du quartier, vous habitez, non? Non, je n'habite pas au quartier, mais enfin, ça fait... À quoi peut bien ressembler aujourd'hui un jeune journaliste de presse écrite? Voici Charles-Henri Groux, 25 ans, sorti il y a 1 an de formation. Et comme tout petit reporter qui se respecte, c'est un garçon curieux, même s'il a peu à voir avec l'ancienne génération. Le journaliste de presse écrite, on lui donne un âge, on lui donne la quarantaine, la cinquantaine. Le journaliste web aujourd'hui, il a 20, 25 ans. Et ça, c'est une différence très notable qu'on voit dans toutes les rédactions qui sautent aux yeux quand on rentre dans une rédaction web. Il n'y a que des jeunes. National gets 8 columns, 9 for foreign, Metro 15. That's it, folks. En école, on demande aux jeunes journalistes les mêmes compétences que pour n'importe quel journaliste de presse écrite. C'est-à-dire écrire vite, écrire bien, concis, pédagogique et donner des infos. Maintenant, il y a un autre aspect de la formation qui est celui de technicien de l'information. Savoir créer une petite carte interactive via Google Maps, savoir faire une petite photo cliquable, savoir embedder, intégrer dans un article une vidéo YouTube par exemple. Ça maintenant c'est indispensable. On ne peut pas être journaliste sur le web sans savoir faire ça. On ne peut même pas être journaliste aujourd'hui sans savoir faire ça. Il y a quelque chose de nouveau dans le journalisme, je pense, c'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est-à-dire que le journaliste devient une petite marque sur les réseaux sociaux et avoir 20, 30, 50 ou 100 000 abonnés à Twitter, à son propre compte Twitter, c'est très valorisé en rédaction. Le quotidien d'un journaliste web, c'est de rester assis derrière un écran d'ordinateur, de faire de la veille des réseaux sociaux, de faire de la veille sur les blogs, sur les sites internet, de faire énormément de pédagogie, énormément de décryptage, mais de très peu sortir de son bureau. Et il y a le risque de l'ennui ou de la répétition. Bernstein got another source. The guy just is confirmed. If there's any doubt, we can run it tomorrow. You don't have to. The story's solid. We're sure of it. He just got off the phone with him. It's gold. Okay, we go with it. C'est quoi qui se passe aujourd'hui avec la presse écrite? C'est un produit de luxe. Et qu'est-ce qui va demeurer en presse écrite, etc. Ce sont des produits sans doute de niche, comme on dit au marketing. Et de la même manière, le Canard enchaîné est un journal de niche. Hein, donc c'est très spécial, c'est une formule qui a ses qualités. Mais voilà, on va avoir beaucoup de journaux peut-être de ce type, peut-être des quotidiens, j'en sais rien. Oui, il y aura de la presse à 2 vitesses, mais d'une certaine manière, la presse gratuite, c'est déjà ça. La différence n'est pas de savoir qui a de l'argent et qui n'en a pas. La différence, c'est qui a envie d'être bien informé et qui a envie de subir le matraquage de ce flux d'actualité à la seconde. Combien de temps avons-nous déjà perdu à réfléchir à des choses qui, 1 minute plus tard, n'étaient plus d'actualité? Je suis convaincu que le filtre humain, qui a besoin de temps pour hiérarchiser les choses, jouera un rôle important à l'avenir. Au début de la crise en Crimée, un fil d'information a rapporté que les Russes venaient de faire un essai de fusée nucléaire intercontinentale. L'info a fait le tour de l'Allemagne et elle a déclenché toutes sortes de réactions, de contre-réactions. Il y a eu de la colère, il y a eu de la peur, etc. 1 demi-heure plus tard, on a appris ce qu'on aurait pu savoir d'emblée, à savoir que cet essai avait été annoncé depuis longtemps, que les Américains étaient au courant et que ça n'avait aucun rapport avec la crise en Crimée. Combien de temps et d'adrénaline aurions-nous économisé si nous n'avions pas participé à cet emballement? Je crois que c'est dans ce sens que doit aller le journalisme responsable. Le journal que j'imagine aura une fonction de phare. Et les lecteurs qui voudront se laisser guider par ce phare pour ne pas s'échouer contre la falaise devront verser une participation financière. C'est comme ça que je vois l'avenir.
The notion of human rights has become one of the most important in the history of humankind. But what exactly are human rights? Les droits de l'homme, pourquoi faire? Square pose la question. Les principes révolutionnaires de 1789 prétendaient à une valeur universelle et humaniste. Très vite, ils ont été érigés en normes, sacralisés, en véritables dogmes laïques. L'historienne Valentine Zuber analyse ce phénomène dans son nouveau livre Le culte des droits de l'homme, paru chez Gallimard. Elle nous offre sa vision critique dimanche prochain dans Square.